Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 28 février et voici les titres de l'actualité. Les essais hivernaux 2025 de Formule 1 viennent de se terminer à Bahreïn. Que faut-il retenir de ces 3 jours et comment s'annonce la saison à venir? Nous serons avec le spécialiste Eric Bilderman pour en parler. Le savoir-faire monégasque était mis à l'honneur au Forum international Bois Construction de Paris qui s'est achevé aujourd'hui. Une délégation de la Principauté a fait le déplacement pour présenter le projet de la tour à Figueira, anciennement Carmela, sélectionnée pour l'occasion. Près de 12 mètres cubes de déchets ont été sortis du port Hercule. Cette année, la société d'exploitation des ports de Monaco a ciblé son nettoyage sur la récupération des pneumatiques qui seront ensuite transférés à la SMA. Vous découvrirez le processus dans un reportage. Et puis notre deuxième invité sera Lumna Frey, la triathlète résidente monégasque, nous répondra depuis Vienne où elle s'apprête à relever un défi de taille, traverser 2000 km en 60 jours à travers les sommets enneigés des Alpes. Mais d'abord, évoquons la suite et la fin de l'affaire Rybolovlev. La justice monégasque a annulé hier jeudi l'essentiel de l'énorme dossier de corruption touchant le milliardaire russe Dimitri Rybolovlev et d'anciens hauts responsables de Monaco, réduisant ainsi à néant 8 années de procédure. L'enquête se fondait sur des milliers de messages issus du téléphone de Tetiana Bercheda, l'avocate du milliardaire russe propriétaire de l'AS Monaco FC. Mais la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé cette fouille illégale en juin 2024. Dans un communiqué, le procureur général de Monaco prend acte de la décision de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. Il précise que cette décision est conforme sur le fond à ce qui avait été requis par le parquet, qui ne formera pas de pourvoi en révision. Du changement à la tête de l'autorité monégasque de sécurité financière. Bruno Dallès, actuel procureur général près la cour d'appel de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et ancien directeur de Tracfin, équivalent français de l'AMSF, succédera à Sophie Thévenoud, qui occupait le poste depuis un peu plus d'1 an. Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 3 mars et s'engagera ainsi pleinement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption en principauté. Poursuivons avec cette belle récompense décernée hier soir à Alain Ducasse en clôture du Forbes Travel Guide Summit. L'événement s'est tenu pour la toute première fois en Europe. Habituellement organisé aux États-Unis, c'est la Principauté qui a été choisie pour cette édition particulière. Sous les applaudissements du prince Albert II, le chef multi-étoilé s'est vu remettre le prix d'excellence. Lors de son discours, Alain Ducasse s'est dit particulièrement touché par cet honneur. En basket, le suspense aura duré jusqu'au bout sur le parquet milanais hier. Encore au contact de son adversaire à 49 secondes de la fin, l'AS Monaco a fini par céder à l'occasion de la 27e journée de l'Euroleague. Avec ce score 86-80, la Roca Team enregistre une deuxième défaite d'affilée. L'équipe se déplacera de nouveau mercredi 5 mars à Paris avant de faire le voyage à Belgrade pour affronter Maccabi Tel Aviv le 13 mars. Les hommes de Vassilis Spanoulis devront gagner les prochains matchs s'ils souhaitent se maintenir dans le top 4, voire dans le top 6. Pour ce qui est de la Coupe de France, le tirage au sort des demi-finales a livré son verdict aujourd'hui. Monaco affrontera Le Mans samedi 15 mars. Paris-Bourg est la deuxième affiche. En Formule 1, alors que les essais de pré-saison à Bahreïn se sont terminés cet après-midi, nous sommes avec Eric Bilderman, reporter à l'équipe et spécialiste de la discipline, pour faire le point sur la saison qui s'annonce. Bonsoir Eric Bilderman. Bonsoir. Vous avez suivi ces essais hivernaux de près. Qui vous a fait la meilleure impression et que faut-il retenir ? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que la saison 2025, il ne faudra absolument pas la manquer. Ça pourrait être la saison la plus serrée de l'histoire récente de la Formule 1, un petit peu sur le modèle de ce qu'on a vécu sur les 6 derniers mois de la saison 2024. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une génération de voitures, donc toutes les voitures ont progressé, et comme il y aura un nouveau règlement en 2026, on peut là voir qu'il y a un minimum 4 équipes qui sont très proches les unes des autres. Je pense à McLaren, à Ferrari, à Mercedes et à Red Bull, mais on voit aussi qu'arrive une équipe comme Alpine qui était au fond du trou il y a quelques mois et dont la voiture semble très bien née. Donc on aura certainement 5 à 6 écuries pour jouer la victoire sur un Grand Prix chaque week-end. Pour la saison 2025, 8 écuries sur 10 ont choisi le changement en ce qui concerne leur duo de pilotes. C'est le cas de Ferrari qui a associé Charles Leclerc à Lewis Hamilton. Que pensez-vous de ce changement ? Écoutez, c'est un pari fantastique de la part de Ferrari. On attend bien évidemment
un duel entre le septuple champion du monde de Formule 1, l'icône absolue, et Charles Leclerc, qui est un enfant quelque part de la maison Ferrari, c'est un bébé Ferrari. Donc on a véritablement une opposition de style, une opposition d'expérience, une opposition d'ambition, et en même temps, on a deux pilotes intelligents, deux pilotes qui humainement portent de belles valeurs. Donc on a toutes les raisons d'imaginer que les choses se passent en bonne intelligence entre eux. Et du côté de chez Ferrari, une chose est sûre, c'est que l'ambition, elle est avant tout d'être champion du monde des constructeurs. Je ne crois pas que Ferrari fait venir Lewis Hamilton pour tout faire pour que le Britannique remporte un 8e titre. Et bien évidemment que si Charles remporte son premier titre en tant que pilote, il y aura un bonheur particulier pour le public monégasque, pour Charles. Si c'est Lewis, ça sera les Britanniques qui seront contents. Mais ce qui est essentiel pour Ferrari, c'est d'être sacré à nouveau champion du monde des constructeurs. Et au-delà d'être un excellent pilote, Hamilton est une égérie, vous l'avez dit. Est-ce que cette association pourrait faire de l'ombre à Charles Leclerc ou avoir une incidence sur sa saison d'une manière ou d'une autre ? C'est vrai que ça, c'est une bonne question. On est aujourd'hui en train de constater que toute l'excitation des tifosi, toute l'excitation des médias et du cirque de la Formule 1 se concentre autour de Lewis Hamilton. D'ailleurs, Charles Leclerc disait récemment « J'ai passé un hiver un peu à l'ombre, un peu tranquille ». Donc, à la fois, il y avait certainement une forme de sérénité à ressentir cette tranquillité, mais en même temps, bien évidemment, que lui, il a envie de prendre la lumière, il a envie d'être le dominant, et on va, pendant 4 ou 5 Grands Prix, avant certainement d'arriver en Europe, avec le Grand Prix d'Espagne, puis le Grand Prix de Monaco, voir si l'un des deux pilotes prend le dessus. Et là, bien évidemment, qu'on attend de Lewis qu'il se situe tout de suite au niveau qui est le sien, c'est-à-dire de celui d'un septuple champion du monde, mais en même temps, il y a l'antériorité de Charles qui est chez lui, qui connaît très bien le manager de l'équipe, Fred Vasseur, qui connaît très bien l'écurie, qui connaît toute la culture de Ferrari, et bien évidemment qu'il doit normalement partir avec un petit avantage. On attend de Charles, au bout de 5-6 Grands Prix, qu'il soit devant Lewis Hamilton. Enfin, un mot sur la nouvelle réglementation appliquée au Grand Prix de Monaco. Désormais, les pilotes devront au minimum réaliser 2 arrêts au stand, peu importe les conditions climatiques. C'est un moyen, d'après vous, de rendre la course un peu plus palpitante ? Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut de toute façon faire évoluer le Grand Prix de Monaco. On peut difficilement rallonger le circuit, on peut difficilement rendre la piste plus large. Donc à un moment donné, il faut imaginer quelque chose. Et le Grand Prix de Monaco, c'est un diamant au sein de la saison de la Formule 1. C'est un Grand Prix unique, c'est un Grand Prix particulier. Donc imaginez une réglementation particulière pour effectivement rendre cette épreuve plus excitante le dimanche qu'elle n'est, parce que le Grand Prix de Monaco, on le vit avec une émotion folle le samedi, parce que la qualification est essentielle, mais là, d'imaginer effectivement 2 arrêts, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Eric Biederman d'avoir partagé votre expertise sur notre antenne. Je rappelle que le premier Grand Prix de la saison aura lieu en Australie du 14 au 16 mars. À bientôt. C'est un incontournable dans le secteur du bâtiment. Le forum Bois Construction est organisé tous les ans depuis plus d'une décennie. Son objectif, réunir l'ensemble des acteurs de la construction en bois, qu'ils soient architectes, constructeurs et même fournisseurs, le tout afin de mettre en avant des projets innovants comme celui de la tour à Figueira en Principauté. Et oui, Monaco est représenté cette année au Grand Palais à Paris. Notre correspondant dans la capitale, Justin Hadel, est allé avec Jérémy Henry à la rencontre de la délégation monégasque sur place. 43 mètres de hauteur, avec une particularité, toute la structure du bâtiment est entièrement composée de bois. Cette innovation, parmi les premières en Europe, se trouve à Monaco. Avec une maquette, le projet mené par le cabinet Viora et le studio Bellecour prend tout son sens. On y voit l'ensemble de l'ossature décortiqué 100% en bois. Une ambition qui a su s'intégrer dans la skyline monégasque. C'est une tour qui est dans son air du temps, qui est technologiquement très innovante. Pour autant, on a été limité par le mode constructif, c'est du bois. Donc vous ne pouvez pas faire de toute façon 30 étages en bois, c'est impossible. Donc on est sur ce R+10 avec un socle en béton. Donc on est venu s'intégrer naturellement et par le mode constructif et par cet élancement à dire on fait une tour dans le skyline monégasque. Une prouesse technique et innovante qui justifie la présence d'Afiguera au Forum Bois Construction.
afin d'exposer ce savoir-faire inédit auprès de la communauté. Monter 8 étages complètement en ossature bois et en squelette bois, ça a été un vrai défi. Et on s'est rajouté une difficulté par-dessus, c'est-à-dire qu'on a imaginé de monter l'immeuble sans grue, avec un moyen de levage interne, qui a rendu encore plus complexe le levage et le planning. Une complexité supplémentaire qui s'inscrit dans une démarche durable, vertueuse dans sa sobriété énergétique, dans sa composition et dans la réduction de la pollution visuelle et sonore voulue par le gouvernement princier. Une expérience qui tend forcément vers l'initiation de nouveaux projets. On a acquis un savoir-faire maintenant avec des acteurs extrêmement motivés autour de cette filière bois, une maîtrise conséquente au niveau des bureaux d'études et donc on appelle de nos voeux en fait à ce que les projets en utilisant le bois soient de plus en plus développés dans la principauté pour maîtriser notre empreinte carbone, faire des bâtiments effectivement plus soutenables et avec une qualité de vie à l'intérieur qui est assez exceptionnelle. Une qualité de vie apportée aux résidents. Ce bâtiment innovant est en plus destiné à enrichir l'offre de logement des domaines monégasques. Aujourd'hui, toutes les habitations de la tour ont presque trouvé preneur. Et si le Forum Bois Construction a permis de promouvoir le projet da Figueira, il ne s'agissait que d'une première étape, car comme nous l'explique l'architecte français qui a contribué à la réalisation de ce projet, la tour n'a pas fini d'être présentée au grand public et aux professionnels du métier. Depuis quelques années, il y a des salons et des forums, dont celui dans lequel nous sommes, qui se présentent à nous, et notamment un qui s'appelle Woodrise, le bois s'élève, et dans lequel, là, on est plus confronté à l'international, notamment en Nord-Amérique. Et d'ailleurs, le prochain se présente en septembre 2025 et sera à Vancouver. Donc, déjà, je suis très content d'aller là-bas, moi qui ai fini mes études en Nord-Amérique. Et surtout, c'est vraiment un peu la consécration. Et arriver avec un bâtiment fait, construit, et une maquette qui le représente, c'est vraiment le Graal. On a Construction 21 et les Green Awards qui, là, à la fin de la semaine, on participe, on espère bien être sélectionnés. On a quand même le bâtiment pour. C'est au long cours, forcément. Dans le bâtiment, les choses vont lentement. La révolution du système constructif prend un peu de temps. Et donc, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année d'après. Mais moi, je pense que Woodrise, c'est vraiment l'objectif là pour le mois de septembre prochain. C'est un très très bon objectif. Même s'il y a le MIPIM, même s'il y a Construction 21, moi c'est mon objectif personnel. Puisque nous parlons d'écologie, faisons un zoom à présent sur cette opération de nettoyage des fonds marins réalisée dans le port Hercule. Les plongeurs professionnels missionnés se sont concentrés sur la récupération de pneumatiques. Et vous allez le voir dans ce reportage, ils ont été pêchés par dizaines. Alban Gingembre et Camille Caloni. Entre 150 et 200 pneus sortis de l'eau ce matin. C'est principalement la zone parallèle au quai Antoine Ier qui a été nettoyée pendant plusieurs jours par un groupe de 9 plongeurs. Le plongeur est parti, il a fait des tas de plusieurs pneus sous l'eau, à peu près entre 5 et 10. Il les a tous rassemblés pour pouvoir les lever et les tracter jusqu'à devant notre local pour pouvoir après les sortir et les mettre dans la benne pour les recycler. Donc au niveau où il y a les voitures de Grand Prix où ils passaient avant, tout ça, c'est là où il y avait un petit peu plus de pneus, où les anciennes, ça servait aussi des anciennes défenses de bateaux. Depuis sa création, la société d'exploitation des ports de Monaco s'investit dans la gestion environnementale de ces espaces portuaires. On a plusieurs systèmes de dépollution sur les plans d'eau. On a des robots, des pollueurs qui sont là pour récolter tous les macro-déchets flottants. On investit énormément dans les systèmes de récupération des eaux usées pour les bateaux, donc un service gratuit. On s'est engagé également dans la protection de la biodiversité. On a installé plus de 80 biohuttes sur également les 2 marinas. On essaie de cibler sur des déchets les plus impactants au niveau environnemental. Les premières années, on a ciblé sur les batteries. On avait malheureusement beaucoup de batteries au fond des ports, sur les fusées de détresse périmées. Voilà, tout ce type de déchets qui sont vraiment toxiques et très nocifs pour l'environnement. Les pneus collectés sont ensuite remis à la Société d'assainissement de Monaco pour être transportés sur un site de massification où ils sont triés pour en faire du rechappage, de la valorisation de matière ou de l'énergie. Et si vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos pneus usagés, sachez que depuis 2024 en France et à Monaco, n'importe quel foyer peut ramener au moins 8 pneus par an chez les marchands pneumatiques sans obligation d'achat en contrepartie.
Vous possédez un objet de valeur et vous souhaitez en connaître le prix. Pour cela, une adresse, l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Pendant 2 jours, des experts ont accueilli le public pour estimer bijoux, sacs et œuvres d'art. En dehors de cette opération, il est toujours possible de s'y rendre en semaine pour une expertise. Mais comment se déroule-t-elle? Sarah Vulmain et Lionel Bernardi nous expliquent tout dans ce reportage. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo a organisé durant 2 jours des journées d'expertise sans rendez-vous pour inviter le plus de personnes possible à venir faire estimer des biens. Montres, maroquinerie, joaillerie, mobilier et tableaux, tout est possible. Nous organisons chaque année des journées d'expertise gratuites. En fait, ce sont des journées dans lesquelles les clients viennent, nous amènent des objets ou des photos ou prennent des rendez-vous pour que nous allions sur place. C'est des journées en fait, qui permettent de faire de nouveaux clients. On est très ouvert sur le plan publicitaire, principalement dans la région, mais il peut arriver qu'il y ait des personnes qui viennent d'un peu plus loin. Un accompagnement personnel est mis en place pour chaque client qui se déplace pour une expertise. Donc ça se déroule simplement, on le reçoit, les différents experts sont là, ils amènent leurs objets ou on se rend chez eux si besoin est. L'HVMC, connu pour ses célèbres ventes tout au long de l'année, travaille en lien avec de nombreux experts reconnus dans ce milieu. Alors nous, depuis que nous sommes à Monaco, c'est-à-dire 25 ans et 12 ans pour l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, nous avons imprimé un peu un mode opératoire à la française, c'est-à-dire que nous avons des experts intégrés, mais nous avons aussi des experts externes. Des experts intégrés dans le domaine du bijou avec une grosse équipe d'experts. Il y a 4 experts intégrés sous l'autorité de Madame Chantal Beauvois, donc mon associée. Et puis ensuite, nous avons un expert en montres intégré, nous avons un expert en vintage, c'est-à-dire maroquinerie de luxe. Nous avons une équipe pour l'art moderne, l'art asiatique. Et puis on fait appel dans d'autres spécialités comme les tableaux anciens, avec Éric Turquin, qui est un des plus grands spécialistes dans ce domaine, Pierre Ansas pour une grande partie de l'art asiatique aussi. On a une dizaine d'experts que nous consultons. Pour toute personne intéressée pour une estimation ou pour acheter des objets uniques et remarquables, l'Hôtel des Ventes est ouvert tous les jours avec ou sans rendez-vous pour des expertises. Une vente de mobilier et d'objets d'art aura lieu le 29 mars. À noter dans vos agendas. Les meilleures joueuses d'échecs du monde étaient réunies au Novotel Monte-Carlo cette semaine pour disputer une des étapes du Grand Prix féminin FIDE. Fabien Bonia et Thomas Deus y ont assisté. Regardez. 10 des 20 meilleures joueuses mondiales ont participé à ces parties d'échecs du 18 au 27 février à l'hôtel Novotel. Ce ne sont pas des parties rapides, le temps est suspendu, il n'y a pas le moindre bruit. On prend le temps de réfléchir chaque coup et analyser longuement. Après s'être affronté sur plus d'une semaine, la dernière ronde s'est déroulée ce jeudi après-midi. Ce tournoi est suivi au-delà des frontières. On commente le tournoi qui est retransmis partout dans le monde et qui est suivi partout dans le monde. Mais vous avez non seulement les commentaires, vous avez les reportages vidéo quotidiens, les articles qui sont écrits. On a toute une équipe, les petites mains qui travaillent derrière et qui essayent de créer le contenu qui pourrait non seulement attirer l'attention des médias, des fans, mais aussi apporter beaucoup de joie. Ce tournoi est l'un des plus forts tournois jamais organisés à Monaco. Et vous avez les meilleures joueuses du top 10 mondial qui sont présentes à Monaco. Parmi ces 10 joueuses en compétition, plusieurs figures majeures du circuit international. Elles représentent tout simplement l'élite des échecs féminins. La dotation pour ce tournoi s'élève à 80 000 €. Dans cette pièce, plus de 20 titres de championnes du monde. Elles viennent de Russie, du Kazakhstan, d'Inde, d'Espagne, de Chine, de Suisse, d'Allemagne ou encore de Mongolie. Toutes les joueuses se sont rencontrées individuellement durant ce tournoi et lors de cette dernière ronde, coïncidence, les 2 joueuses en tête s'affrontent. D'un côté à gauche de l'écran, Alexandra Goryashkina, la joueuse russe, vainqueur de la précédente étape, et de l'autre à droite, Batkuyag Mungutul, la représentante mongole. Et au final, c'est la joueuse russe qui remporte ce tournoi d'échecs. La suite, la 4e étape à Chypre dans 2 semaines. À l'issue de la série composée de 6 étapes, les 2 premières joueuses se qualifieront pour le tournoi des candidates FIDE 2026, leur ouvrant ainsi la voie vers le championnat du monde.
Une idée de sortie culturelle pour le week-end, l'exposition Espace ciselé que vient de découvrir le prince Albert II à la salle d'exposition du quai Antoine Ier, proposée par la mairie de Monaco en collaboration avec la direction des affaires culturelles et le pavillon Bozio. Elle donne à voir les peintures du monégasque Hubert Clérici et plus précisément les paysages aux couleurs de son pays qui l'inspiraient tant. Ses enfants étaient aux côtés du souverain et du maire lors de la visite. L'accès est libre et gratuit, vous avez jusqu'au 12 mars. Notre second invité est un exemple de dépassement de soi. La triathlète suisse et résidente en principauté, Lumna Frey, s'apprête à relever un défi hors du commun. Demain, elle s'élancera dans une traversée de 2000 km à travers 5 pays et 65 glaciers de Vienne jusqu'en principauté, à pied, à ski et à vélo. Bonsoir Lumna Frey. Bonsoir Sarah. Et l'aventure que vous avez imaginée et dans laquelle vous allez vous élancer demain s'appelle Alpine Quest. Dites-nous en plus, quelles en sont les particularités? Alors c'est vrai que nous partons demain à 9 h du matin de Vienne, où je suis en ce moment même au centre de Vienne. Nous partirons, donc nous sommes plusieurs athlètes féminines, nous partirons en vélo pour rejoindre dans plusieurs jours, on pense peut-être même 60 jours, et traverser tout l'arc alpin pour rejoindre Monaco. Qu'est-ce qui va être le plus difficile selon vous dans ce périple? Disons, il y a plusieurs difficultés. Ce que je voulais dire, c'était qu'aussi on va changer de sport. Donc on commence en vélo et ensuite, dès que nous approchons des Alpes, bien sûr, il y a des gros glaciers. Là, en Autriche, pas aussi haut qu'en Suisse ou en France, mais des gros. On va mettre les skis et là, on va continuer pendant 40-45 jours à ski. Et ensuite, nous, quand il n'y aura plus de neige, on balanceront sur les baskets pour arriver à Monaco même. Les difficultés sont multiples, c'est-à-dire c'est un terrain quand même de haute altitude, un terrain changeant entre la neige, la glace, peu de neige par endroit, et puis aussi il y a la météo, qu'on bien sûr on n'arrive pas à prévoir, surtout en mars-avril. Vous l'avez dit, vous ne serez pas seule dans ce challenge, mais avec plusieurs femmes, votre amie notamment Mélanie qui est guide de montagne, et puis vous serez rejoint par plusieurs athlètes et personnalités de renom. Oui, tout à fait. Donc, c'est une des particularités de ce projet, c'est que nous avons approché des femmes athlètes, ça s'est fait un peu comme ça, et que beaucoup ont dit oui. Et ça nous a surpris, mais ça nous a fait plaisir aussi. Donc, elles vont nous se relayer. Pas tout le temps, on aura beaucoup de jours où on sera seul, Mélanie et moi, comme vous avez dit, mais autrement, ces femmes viendront nous rejoindre à certains points pour passer 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, que ce soit à ski ou en vélo ou sur la partie trail quand on va sur Monaco. Et durant ce voyage, il sera aussi question d'écologie. Oui, alors bien sûr que je ne suis pas une experte, Mélanie non plus. Par contre, les montagnes et les Alpes sont notre terrain de jeu. Surtout elle, c'est sa profession aussi. Moi, j'y passe du temps. Et donc, de voir un peu d'aller sur place pour se renseigner un petit peu, de la meilleure façon qu'on peut, de sensibiliser aussi pour dire on les aime, ces Alpes, et on aimerait les préserver pour les générations futures. Et l'idée, c'est de faire passer le message donc aux jeunes, aux scolaires aussi. Absolument. Donc, nous avons commencé par des classes en Suisse. Nous irons aussi dans quelques classes, pas pendant le périple, mais nous travaillons avec la Water Family, qui est une ONG française qui fait de l'éducation écologique sur l'eau positive. Et il y aura une classe près de Saint-Foy et aussi à Monaco. Tout à fait. Et vous avez l'habitude des performances sportives. Vous avez notamment été sacrée championne du monde sur le circuit d'Ironman dans la catégorie d'âge 55-59 ans. C'était en 2024 à Nice. Mais quand même, ce défi a nécessité une intense préparation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que c'est une préparation qui n'est pas de courte durée, c'est-à-dire que c'est pas un marathon, c'est un marathon et demi, voire 10 heures, on pense, tous les jours pendant une 60aine de jours. Donc on se prépare différemment. C'est beaucoup axé sur la nutrition, sur l'hydratation, sur le repos. Donc c'est un peu différent, mais aussi bien sûr sur l'endurance, tout en se fatiguant pas trop pour partir fraîche. Et là, comment vous vous sentez à J-1 du départ?
Alors déjà, à Vienne, il fait grand beau. Il y a un peu de vent, comme vous le voyez, mais il fait grand beau. Pas aussi chaud qu'à Monaco, mais c'est déjà beaucoup de chance. Donc, on se réjouit. Ils annoncent la même météo demain. Donc, on est toutes contentes. C'est parfait. L'arrivée est prévue aux alentours du 1er mai à Monaco en présence de la princesse Charlène. Et nous la suivrons bien sûr de près. Merci Lubna Frey d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et je me réjouis de vous voir à Monaco. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte sur les photos de Stéphane Dana et Manuel Vitali consacrés au coup de cœur des jeunes mélomanes, un concours à l'initiative de la Fondation Prince Pierre. Si vous souhaitez savoir si le beau temps va perdurer, restez bien avec nous. Votre météo arrive dans un instant et elle vous est présentée par Sarah Vuillemin. Et puis votre après-JT à retrouver comme tous les vendredis soirs. Nous sommes intéressés cette semaine au succès des parapharmacies. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, la grisaille fera son retour dans le ciel de la Principauté. Côté température, 7 degrés sont à prévoir pour la matinée et jusqu'à 14 degrés l'après-midi. Un vent frais compris entre 5 et 20 km/h accompagnera cette journée avec des rafales allant jusqu'à 45 km/h. En ce 1er mars, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Aubins et ce sera également la journée mondiale du compliment, décrite par ses créateurs comme la journée la plus positive de l'année, l'occasion de donner le sourire à un voisin, un proche ou un membre de sa famille. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.